Bonjour, je suis très heureuse de participer à ce congrès en Tunisie et je vais aborder le sujet des rickettsioses d'hier et d'aujourd'hui. Alors, on sait maintenant parmi les multiples moteurs de l'évolution humaine sont les maladies infectieuses. La peste nous a appris l'hygiène, le choléra a filtré l'eau, la tuberculose a découvert des antibiotiques. Cependant, la réémergence de plus de 2000 ans après, des rickettsies sont apparus, ont émergé, des bactéries probablement à l'origine de la peste d'Athènes, 430 et 425 avant Jésus-Christ, ce qui a entraîné la mort du tiers de la population. Et tout ça, on dirait que ça n'a pas servi de leçon à l'homme. Les rickettsioses sont des maladies émergentes et réémergentes, ça touche tous les continents. Rickettsia, c'est une bactérie qui est associée aux arthropodes qui peuvent être vecteurs ou réservoirs. Et sont des maladies qui ont une répartition géographique qui peut être limitée lorsqu'il s'agit de rickettsia attique et qui peut être mondiale lorsqu'il s'agit de rickettsia à poux ou à puce. Les rickettsioses partagent de nombreux symptômes comme les scars d'inoculation, la fièvre et la rage. Un petit peu d'histoire, on sait que la rickettssiose la plus ancienne, c'est le typhus épidémique, qui a été collé particulièrement à l'histoire de l'homme, à ses guerres, à ses catastrophes. 1910, Ricketts avait bien étudié la fièvre pourprée des montagnes rocheuses aux États-Unis. Il avait prouvé qu'elle était transmise par la tique du bois. En 1909, Charles Nicholl, il a démontré le rôle du pouls du corps dans la transmission du typhus épidémique. Et en 1909, Ricketts a isolé la bactérie dans le sang humain et von Provazac au niveau des poux. Et il le perd très cher de leur vie. En 1910, Connor, il a bien détaillé la fièvre boutonneuse méditerranéenne en Tunisie. Et en 1916, Darush Halima isola de nouveau l'agent du typhus qu'il a nommé Rickettsia provazacei pour honorer ses prédécesseurs. En 1923, Olmer, il reconnaît à Marseille la fièvre boutonneuse et Piret et Burgas ont ajouté un élément nouveau de grande valeur diagnostique qui est la tache noire. Et puis l'histoire continue des rickettsioses jusqu'à 1985, découverte de 6 autres rickettsioses, Rickettsia typhus, Iberica australis, Israeli et Akari, et jusqu'à l'an 2000, 7 autres rickettsioses comme Rickettsia japonica onei, Astrakhan, Africae, Rickettsia filis, Mongolochilmenae, Rickettsia slovaca et bien d'autres jusqu'à ce jour. C'est quoi une rickettsies? En fait, c'est une petite bactérie gram négatif, strictement intracellulaire et qui appartient au sous-groupe des alpha typhus group et le groupe boutonneux, spotted fever group. Les caractéristiques clinico-épidémiologiques des rickettsioses. Donc d'abord, on va parler des spotted fever group, des groupes boutonneux. Donc généralement, ils sont transmis par les tiques dures. On les appelle les grosses mangeuses de sang, qui restent quand même sur le corps pendant 5 jours ou même plus pour s'alimenter. Et ils contaminent par la salive. Vous voyez très bien les pièces buccales d'une tique, donc généralement elles pénètrent, elles traumatisent, normalement ça saigne, c'est douloureux, mais comme ils mettent un hémostatique et un antalgique qui continue dans la salive de ces tiques-là, généralement ça fait pas mal et ça saigne pas, donc ça passe inaperçu. Les rickettsioses, chronologiquement, il y en a beaucoup, Rickettsia conori, Helvetica siberica, Mongolochimonae, Parkiri, Rickettsia schlimani, Rickettsia africae, et la liste continue, on est japonais, conneries. On va essayer de les décrire une par une pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans le monde. Donc en Algérie, nous avons commencé à isoler les rickettsies à partir de l'an 2000, déjà au niveau des vecteurs, et par la suite, à partir de 2004, nous avons isolé chez l'homme. La fièvre boutonneuse méditerranéenne, donc la chronologie des événements, donc on a déjà dit que ça a été découvert par Connor et Bruce en Tunisie, la première description. Olmer en 1923, il a bien décrit à Marseille. Piret Burgas, la tache noire. Olmer, Durand et Conseil, ils ont prouvé la transmission par la tique du chien. Et enfin, Brump, il a découvert la bactérie qu'il a nommée Rickettsia conori pour honorer Connor. Et puis, bien sûr, à côté, il y a Didier Raoul, qui est la référence internationale des rickettsie. Ben, quand on voit les archives de l'Institut Pasteur de Tunis, nous allons voir Blanc et Camilo Petros qui ont fait beaucoup d'expériences en 1932 pour comprendre un petit peu la physiopathie, la pathogénie et un peu de tout sur la fièvre boutonneuse. Et donc, ils traitaient par pyritothérapie, ils traitaient les patients qui avaient une paralysie, surtout les neuropsyphilis, et ils reproduisaient pratiquement la fièvre boutonneuse.
Alors, la fièvre boutonneuse, elle est due à la bactérie Rickettsia connori, transmise par la tique du chien Rhipicephalus sanguineus. Et cette transmission, elle est transovarienne et transstadiale chez la tique. C'est une bactérie qui est strictement intracellulaire. Et on voit ici sur la photo les tiques. Donc, les deux grosses, c'est les adultes. La plus grosse, c'est la femelle. Et puis, nous avons la nymphe et la larve. Et en bas, nous avons la nymphe qui est très petite. Elle est en train de commencer son repas. Juste à côté, c'est la même nymphe après plusieurs jours de repas. Donc, elle a pratiquement multiplié son poids et son volume par 20. Donc, on voit les pièces buccales qui sont vraiment terribles. Et bien sûr, le rôle du chien dans l'entretien de ces tiques. La fièvre boutonneuse méditerranéenne, elle est répartie surtout en région méditerranéenne, comme son nom l'indique, et puis on peut la trouver aussi en Afrique et également en Asie. Et c'est une maladie qui est saisonnière, donc on la voit surtout juillet, août, septembre, mais elle peut s'étendre juste d'avril jusqu'à novembre, mais surtout pendant la période chaude. En Algérie, on la décrit surtout au nord du pays, surtout à l'ouest. Alors, son incubation, elle est de 3 à 16 jours. Elle donne un tableau brutal de syndrome grippal. Et si on a le malade qui vient en été, il a un syndrome grippal, il faut suspecter la fièvre boutonneuse. Il faut chercher l'escarre d'inoculation, qui est la tache noire, qui est très pathognomonique, on va dire, de la fièvre boutonneuse méditerranéenne et qui peut être trouvée dans près de 75% des cas. Cette tache noire, elle est située dans n'importe quelle partie du corps, mais surtout les côtés qui est cachée, où la tique, elle peut prendre son repas tranquillement. Donc, on voit ici plusieurs lésions chez les femmes. Donc, ça peut prendre toutes les localisations. Donc, c'est rare au niveau du visage, mais quand même, on en a trouvé. Donc, ça, c'est des cas qui étaient au rang. Chez les hommes, il faut s'intéresser surtout aux organes génitaux externes. Il faut vraiment chercher. Chez les enfants, c'est surtout au niveau de la région céphalique. Parfois, dans l'histoire, on dit toujours que l'escarre d'inoculation est unique, mais nous avons trouvé aussi des escarres multiples. Il y a eu des publications dans ce sens. À la phase d'état, nous avons la triade fièvre, escarre d'inoculation et éruption cutanée. C'est une éruption maculopapuleuse disséminée à tout le corps, y compris la région palmoplantaire. Elle n'est pas prurigineuse. D'autres manifestations extra-cutanées qui font toute la gravité de la fièvre boutonneuse méditerranéenne, avec la tête multiviscérale. Il y a aussi la forme maligne qui représente 6 à 7% des cas. Généralement, ça revient sur un terrain particulier, l'âge, le diabète, l'alcoolisme, le tabagisme et bien d'autres terrains qui peuvent entraîner la mort environ 2% des fièvres boutonneuses méditerranéennes. Donc là, ce sont des patients d'Oran qui ont été en réanimation par rapport aux formes graves de la fièvre boutonneuse. Autre rickettsia du groupe boutonneux, donc la liste elle est énorme. En Europe, par exemple, il y a Rickettsia connori et il y a aussi d'autres rickettsioses, surtout Rickettsia slovaca qui est en jaune, Rickettsia caspia, Siberica mongolo-timonaï, Ashlimani, etc. Donc nous allons commencer par Rickettsia slovaca qui a émergé en 1997. Le premier cas a été identifié à Marseille. Et cliniquement, ça donne un tableau banal de lésions au niveau du cuir chevelu, parfois adénopathie satellite qui fait découvrir la maladie. Et l'évolution, elle est bénigne, elle peut laisser une alopécie. Et la tique qui transmet Rickettsia slovaca, c'est pratiquement Dermacenter. Dermacenter, on le trouve en Europe et même au nord de l'Afrique, c'est-à-dire au Maghreb. Et la tique Dermacenter, généralement, attaque en embuscade, c'est-à-dire elle est tranquille. Quand elle voit l'être qui passe, elle va l'attaquer. Et généralement, la piqûre, elle se fait au niveau du cuir chevelu. C'est pour ça qu'on a cette symptomatologie. La Rickettsia evitica a émergé en 1979, d'abord en Suisse, a été isolée chez les vecteurs Ixodracinus. Il y a eu des cas humains, surtout en France, qui ont été décrits, et également trouvés au Japon. En Algérie, elle a été découverte dans le vecteur Ixodracinus. Rickettsia massiliae émergée en 1985, découverte à Marseille d'abord, et puis on l'a trouvée dans pas mal de pays, la Grèce, l'Afrique, en Espagne, et puis également aux États-Unis. Et en Algérie, nous l'avons trouvée chez les vecteurs Rhipicephalus sanguineus et également dans Bophiolus annulatus.
les Rickettsia siberica mongolotimonae, elle a émergé en 93. Premier cas a été trouvé en Mongolie, c'est pour ça qu'on l'appelle mongolotimonae. Et puis aussi à la Timon, c'est pour ça timonae, de 96-2003. C'est des patients qui proviennent de France et même un qui est venu d'Algérie. En 2000, trouvé dans Yaloma au Mali. En 2003, en Afrique du Sud. Et enfin, en Grèce et dans Yaloma. Et puis cliniquement, ça donne un tableau d'escardinoculation, surtout au niveau des membres inférieurs, suivi du lymphangite et adénopathie satellite inguinale. Donc, et l'évolution, elle est généralement favorable. On peut avoir plusieurs escarres dans ce type de rickettsia. Rickettsia monacensis, donc découvert en 2002, d'abord dans Ixodrecinus en Allemagne et en Espagne, puis des cas de tableau de fièvre boutonneuse a été trouvé en Espagne qui était étiqueté comme Rickettsia monacensis, et en Algérie, ça a été trouvé dans Ixodrecinus des bovins, comme vous voyez sur la photo. Rickettsia schliemannii, donc découvert en 97, d'abord dans les tiques de chameaux au Maroc, et puis chez des patients des patients en France, mais qui sont venus du Maroc et d'Afrique du Sud, et actuellement dans plusieurs régions du monde. En Algérie, nous l'avons trouvé dans la tique de tortue. La fièvre boutonneuse d'Israël, découverte en 1974, la bactérie Rickettsia conuri israeli, mais la fièvre boutonneuse d'Israël a été découverte déjà en 1940. Ça donne un tableau grave de fièvre boutonneuse méditerranéenne où l'escarre manque souvent et le vecteur comme la fièvre boutonneuse. Maintenant, en Afrique, nous avons plusieurs Rickettsia conuri, Rickettsia siberica mongolotimonae et les autres. Mais ce qui distingue l'Afrique, c'est surtout Rickettsia africae en étoile bleue. Rickettsia africae a émergé en 92. Son vecteur, c'est la tique amblyoma, surtout les tiques de bovins. Cliniquement, ça se manifeste par de la fièvre, un ou plusieurs escarres, parce que amblyoma attaque en groupe, généralement, et surtout au niveau des membres inférieurs. L'éruption, elle se voit que dans la moitié des cas, avec un aspect vésiculeux dans 50% des cas. Mais aucun cas grave n'a été décrit dans la littérature. En Amérique, donc on ne trouve pas les Rickettsia qu'on a l'habitude de voir en Europe et en Afrique. Par contre, ce qui distingue l'Amérique, c'est surtout Rickettsia rickettsii, Rickettsia parkeri et Onay. Donc, la fièvre pourprée des montagnes rocheuses, qui est due à Rickettsia rickettsii, donc qui est connue depuis 1899 par Ricketts. Son vecteur, c'est Dermacental. C'est une maladie surtout estivale aux États-Unis, et elle se caractérise surtout par de la fièvre, une éruption cutanée, l'escarre manque souvent, et souvent nous avons des formes très graves avec une mortalité élevée. Rickettsia parkeri en 1931, premier isolement dans Amblyoma maculatum. C'est une tique très répandue aux États-Unis, elle pique l'homme. Il y a eu des cas de fièvre boutonneuse méditerranéenne avec fièvre éruption tache noire qui ont été signalés en Floride. Et voilà la photo devant vous. En Asie, nous avons également Rickettsia japonica, Onay, Heiling Lagongis, Australis. Donc, ce sont les Rickettsia qu'on trouve en Asie. Rickettsia Heiling Yengiensis, ça a été découvert en 2004 par Oleg Magnetikov, mais la maladie, elle est connue depuis 1932. Plusieurs cas ont été signalés dans cette région aussi, et c'est un tableau qui ressemble à la fièvre boutonneuse méditerranéenne. Autre Rickettsia du groupe boutonneux en Asie et en Australie. Nous avons Siberian Tick typhus depuis 1935, Queensland Tick typhus et Rickettsia australis 1946, Astrakhan Rickettsia en 1983, Japanese Spotted Fever par la suite, et puis après Rickettsia Onay et Indian Tick typhus. Et pratiquement toutes ces Rickettsioses donnent un tableau de fièvre boutonneuse méditerranéenne. Rickettsia filis, découvert en 1990, le vecteur c'est la puce de chat. Et puis c'est une maladie qu'au début ça a été vu quelques cas aux États-Unis et en Afrique, mais maintenant on la trouve dans plusieurs régions du monde. Alors sur le plan clinique, la clinique n'est pas très bien documentée parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de publications dans la littérature, mais on sait que l'éruption elle se voit dans 50% des cas, l'escarre dans 20% des cas. Il y a eu quand même des cas familiaux. Également, il y a une étude qui a été faite dernièrement multicentrique sur plusieurs pays d'Afrique sur les fièvres inexpliquées et on a trouvé de Rickettsia filis. Donc là, c'est un tableau qu'on peut voir quand on a le temps vraiment, qui distingue, enfin, qui va montrer toute la liste des fièvres boutonneuses, avec leur agent pathogène et leur vecteur, la région géographique, le type d'éruption et CDS-KO.
Maintenant, les rickettsiosis du groupe typhus. Alors, il y a le typhus épidémique, typhus à poux, il y a la maladie de Brisy-Serre et puis le typhus murin. Le typhus exanthématique, qui est dû à Rickettsia prowazekii, généralement c'est transmis par le pouls du corps. C'est une maladie mondiale qui se voit partout. Donc, on voit ici le pouls qui est engorgé de sang, parce qu'il s'alimente de sang. Et puis, le pouls, il se cache dans les plis de vêtements et dans les coutures. En Algérie, donc, quand on voit l'histoire, les typhus anciens, donc déjà, Edmond Sergent a beaucoup travaillé sur les rickettsis. Surtout, ils ont trouvé Rickettsia prowazekii dans l'intestin du pouls. Il y a eu de grandes épidémies qui ont tué beaucoup d'Algériens et beaucoup de soldats français à l'époque. Et c'est une maladie qui est liée à la misère, à la guerre et promiscuité, la saleté, etc. Le typhus épidémique s'associe, je dis, aux fièvres des prisons, aux fièvres du peau rouge, parce que le peau, il tombe malade, devient rouge, après il meurt. Il y a eu des cas sporadiques dernièrement, au Pérou en 99, en Éthiopie, en Rwanda, en Algérie en 98 et en 2003, en Russie en 87 et en France, chez un SDF en 2005. Mais quand même, il y a eu une grande épidémie en Burundi qui a fait 100 000 cas en 97, et qu'on appelait nouvelle maladie au Soumata, qui a associé un tableau infectieux sévère et avec une mortalité quand même été élevée. Ça a été confirmé que c'était Rickettsia prowazekii. Alors, le pouls du corps, donc généralement, il se transmet de homme à homme. Et ce sont les déjections qui sont infectées. Et quand on se gratte, on crée une lésion de grattage qui fait pénétrer ces déjections qui sont infectées. Et c'est comme ça qu'on peut être inoculé par Rickettsia prowazekii. Et le pouls, il meurt après être infecté 1 à 3 semaines après. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi la maladie du pouls rouge. Sur le plan clinique, ça donne un tableau sévère d'infectieux, avec un typhose, un exanthème qui est présent dans 25 à 50% des cas, qui est le plus souvent pétéchial ou purpurique, dans 10% des cas, avec un tableau neurologique. La guérison peut avoir lieu 2 semaines après, ou bien des complications gravissimes, à type de cardiaque, cérébral et surtout vasculaire, et une mortalité quand même très élevée, de 10 à 30% des cas. Les rechutes sont possibles chez des patients qui n'ont pas reçu de traitement. Et ces rechutes, on l'appelle la maladie de Brisy-Serre. Et c'est des rechutes qui peuvent survenir jusqu'à 40 ans après un typhus ancien. Et on dit que c'est un typhus sans pouls. Et là, le patient, il peut contaminer d'autres s'il y a présence de pouls. On peut créer une épidémie. Le typhus murin, il est dû à Rickettsia typhi. Donc, nous avons sa répartition mondiale, elle correspond à la prolifération des rats, parce que le rat, il est vecteur plutôt le rat, c'est lui qui porte la puce qui transmet Rickettsia typhi. Et le vecteur, c'est Xenopsilia chaopis, c'est pratiquement le même vecteur de la peste bubonique. Cliniquement, le typhus murin est caractérisé par un tableau qui ressemble à la fièvre boutonneuse avec une éruption plus discrète. Et nous avons déjà publié 2 cas à Our. Sur le plan biologique, les rickettsioses, donc si on fait un hémogramme simple, on trouve une leucopénie ou une hyperleucocytose, parfois une thrombopénie, et plus la forme grave, nous avons une hyperleucocytose avec une thrombopénie sévère. Les transaminases sont élevées, et plus la forme est grave, plus l'hyponatrémie et l'hypocalcémie sont importantes. Le diagnostic de certitude, il est fait par la sérologie, donc c'est l'immunofluorescence indirecte, qui peut associer plusieurs antigènes, Rickettsia gonorrhoeae, Slovakia, Massilia, Leishmaniasis, en fonction de la région où sévit la maladie. Et on parle de positif quand les IgG sont supérieurs à 128 et les IgM supérieurs à 64 pour la fièvre boutonneuse. Et pour les autres rickettsioses, on demande 64 pour les G et 32 pour les M. Si on n'arrive pas à distinguer le type de Rickettsia, donc on peut céder par le Western blot et l'absorption croisée, toujours dans la sérologie. Sinon, passer directement au diagnostic de laboratoire bactériologique. Et là, on peut être aidé par la biopsie cutanée. On fera la culture dans les tubes à bijoux, la PCR, le séquençage et même l'immunohistochimie. Et là, il faut que ça soit fait dans un laboratoire P3 très expérimenté. Et dernièrement, depuis quelques années, nous avons préféré l'écouvillonnage à la biopsie cutanée qui était invasive. Et là, avec l'écouvillon, on peut faire tous ces tests-là.
Et ça a fait, le diagnostic par ESCAR, ça a fait une publication en 2011. Alors, le traitement, donc les rickettsia, généralement, ils répondent sous des antibiotiques qui agissent sur rickettsia et en même temps, ils ont une action intracellulaire, surtout la doxycycline, mais il y a d'autres antibiotiques qui peuvent agir. Donc, pour la fièvre boutonneuse, on donne 200 mg par jour, 2 à 4 jours après on continue 2 à 4 jours après la périaprexie. Par contre, pour le typhus, généralement, dose unique, donc un seul jour. Donc, s'il y a contre-indication, en particulier chez les enfants et la grossesse, on peut donner de la josamicine. Dans les formes graves, il faut préférer la doxycycline intraveineuse. Donc, en conclusion, je dirais que les rickettsioses restent quand même très endémiques dans le Maghreb, comme dans le reste du monde. Nombreuses sont émergentes. D'autres peuvent être découvertes dans le futur. La fièvre boutonneuse méditerranéenne, c'est la seule qui est déclarée et connue dans nos régions. Et elles sont très fréquentes avec des formes même malignes dernièrement. Les autres rickettsioses ont été isolées juste chez les vecteurs, du moins surtout en Algérie et même dans le reste. Et je dirais pour faire un bon diagnostic, pour avoir un bon pronostic des patients, l'intérêt de former, de sensibiliser, favoriser les diagnostics dans les laboratoires de ces rickettsioses devant tous les tableaux cliniques inexpliqués. Ici aussi l'intérêt de l'écouvillonnage et généraliser les PCR dans tous les laboratoires pour permettre un diagnostic et un traitement précoce et bien sûr un traitement et un bon pronostic pour la population. Et je vous remercie.